Bonjour à toutes et tous, on va passer au cours numéro 6 qui parle de représentation intermédiaire. Donc, tout d'abord un petit peu de contexte. Là encore, on a terminé le front-end et on a vu à l'épisode précédent comment produire du code en une phase. Ici, on va passer à une version dans laquelle la production de code est peut-être un petit peu plus intelligente que la fois précédente. On a vu justement dans ce cours précédent qu'on avait besoin d'une meilleure représentation intermédiaire pour propager des informations pour deux choses, pour éviter la redondance et pour éviter, par effet de bord, des trop grands appels à la mémoire. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut une structure de données qui nous aide à raisonner sur le flot du programme et qui embarque notre code 3 adresses. Cette structure de données s'appelle graph de flow de control et je vais donner une définition juste après. Donc ici, ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va éclater la boîte précédente et à partir de l'AST ou d'un AST implicite, construire un graphe de flow de control sur lequel on pourra faire des choses un peu plus intelligentes afin de générer un code d'assemblage, un code en langage d'assemblage plus pertinent. C'est parti. Donc tout d'abord, quelques définitions. Qu'est-ce qu'un bloc de base, basic block en anglais? Un bloc de base, c'est une instruction la plus grande possible qui ne contient pas de jump ni de test. Et aucun label. Un graphe de flow de control, c'est un graphe dont les nœuds sont ces blocs. Et les arêtes sont entre deux blocs si B2, le bloc de destination, peut suivre immédiatement dans une exécution du texte du programme B1. Avec cette définition, on va voir qu'il y aura deux niveaux d'optimisation. Un niveau d'optimisation local sur les basic blocks, qui du coup n'a aucun test et c'est du code tout droit, et une optimisation globale sur le graphe de flow de control. Je vais maintenant prendre un exemple. On va prendre un exemple tout simple de Mini-C qui déclare deux variables entières et qui réalise un test avec une affectation par branchement. Et après ce test, quelle que soit la valeur du test, on réalise l'affectation de 10 à x. On a déjà dans les épisodes précédents fait une grande part du code généré 3 adresses pour ce code et on va partir de ce code 3 adresses pour construire le graphe de flow de contrôle. Donc je remets ici l'exemple et je vous invite à faire pause de votre vidéo pour dessiner vous-même le graphe de flow de contrôle. Cette construction de graphe de flow de contrôle, le but du jeu est en fait de déterminer où est-ce qu'on va couper le code tout droit, le code straight line, le code 3 adresses tout droit, en blocs. Donc le but du jeu, c'est de trouver les leaders des blocs. Et donc, un leader peut être soit une première instruction, la première instruction du code intermédiaire 3 adresses, soit toute instruction qui est destinataire d'un conditionnel, soit toute instruction qui suit un conditionnel ou un jump inconditionnel. Une fois qu'on a trouvé les leaders, c'est facile d'avancer dans le code 3 adresses jusqu'à trouver la fin du bloc. Je vais faire avec vous le début de la construction. Donc d'abord, on va déterminer les leaders. Je vais faire uniquement le début ici. Donc on a vu que les leaders de blocs sont les labels et les suites de tests. Donc je vais pouvoir déterminer un premier bloc qui est l'ensemble ici des 3 premières instructions. Et puis je vais noter voilà. Donc ça c'est un premier bloc parce que le LI temp de 1 en tant que suivant du test est le début d'un bloc à part entière. Et comme l'instruction suivante démarre par un label, c'est un bloc réduit à une seule instruction.
je commence l'autre bloc qui démarre par le label. Et je vous laisserai faire la suite. Quelles sont les flèches? Eh bien, il existe deux flots. Le flow où temp 0 supérieur ou égal à temp 3 est vrai. Ça, c'est pas obligatoire. Hein. Et le flow pour lequel le test est faux. Donc ça, c'est le début du graphe de flow de contrôle et je vous invite à faire la suite. Voici ce graphe obtenu. Passons maintenant aux optimisations à l'intérieur des blocs de base. Ok, donc à partir de maintenant, on va considérer qu'on a un graphe de flow de contrôle dont les nœuds sont des blocs de base. La première construction qu'on peut faire, c'est à partir de ces blocs de base, construire des graphes acycliques qui montrent l'ensemble des calculs qui sont communs à l'intérieur d'un bloc de base. Donc ici, j'ai inventé un bloc de base qui me calcule un certain nombre de résultats intermédiaires. Donc je rappelle qu'ici, c'est une espèce de modélisation du code 3 adresses. Et la première étape consiste à construire ce DAG dans lequel vous enlevez les trucs rouges. Et dans ce DAG, on voit que la sous-expression C-D, qui apparaît en fait plusieurs fois, est factorisée. À partir de ce DAG, on va pouvoir choisir les instructions que l'on utilise pour implémenter chacune des opérations du code 3 adresses et les orienter. Donc on appelle la première étape sélection d'instructions et la deuxième étape ordonnancement d'instructions. Passons maintenant tout d'abord à la génération de ce DAG. Donc l'objet du problème est le suivant, l'objet de l'algorithme de construction du DAG, c'est prendre en entrée une séquence d'instructions sans test, sans jump, et de générer le graphe acyclique correspondant en mettant en évidence des calculs communs qui peuvent être donc faits une unique fois. Donc ici, si on observe bien le code, on peut s'apercevoir que A-D0, avec D0 la valeur initiale de D à l'entrée du bloc, est en fait utilisé deux fois et qu'on n'a pas besoin de le recalculer. Donc cette information, elle est facilement propageable en avant en utilisant une structure de données qui permet de hconc le fait, donc de se rappeler du fait que A-D a déjà été vu et non modifié depuis. Donc ici, on voit bien qu'on a factorisé le calcul de A-D0 et que B et D, c'est-à-dire B à la fin et D à la fin, valent bien A moins D0. Je vous donne quelques liens. Donc le lien vers une vidéo qui vous permet de réaliser les étapes de cette construction du graphe et le lien vers un cours qui vous donne un algorithme complet pour la construction de ce graphe. Maintenant qu'on a le graphe à l'intérieur d'un bloc de base, on va pouvoir passer à la sélection d'instructions. Qu'est-ce que c'est ce problème de sélection d'instructions? Donc le problème de sélection d'instructions, c'est étant donné un bloc de base, c'est-à-dire une liste d'instructions 3 adresses qui calculent une ou plusieurs expressions, passer ces instructions dans des instructions machines réelles, à plus faible coût. Donc si on regarde le problème de sélection d'instructions dans les yeux, ça va être un problème de partitionnement de DAG dont la fonction objectif est à déterminer. Donc qu'est-ce qu'on fait pour calculer une fonction objectif afin de transformer ce problème de partitionnement en un problème d'optimisation? Donc la question c'est quelles sont les meilleures instructions, quelles sont les instructions d'une machine donnée à privilégier. Donc les instructions qui sont les meilleures, sans surprise, sont les instructions qui font en un coup une grande part de calcul. Ou alors, des instructions qui causent le moins d'accès en mémoire et en privilégiant les instructions qui font des accès à registre.
Donc on va assigner, faire une table de coûts à chaque instruction de la machine cible, qui va dépendre aussi qui va donc dépendre notamment de leur mode d'adressage, c'est-à-dire du fait qu'elles font appel à un registre ou un load en mémoire. Donc je vais redonner un exemple. Ici, j'ai le DAG correspondant à un basic block, donc c'est un DAG particulier vu que c'est un arbre ici, mais ça ne change rien à ma démonstration. Et je vais considérer une machine cible qui a comme instruction un add à constante, un mul à constante, et enfin une opération un peu magique qui réalise un fois suivi d'un add à un coût qui est moins grand que la somme du mul et du add. Donc sans surprise, on a envie de privilégier l'usage de cette instruction. Donc la question c'est, étant donné ces instructions avec les coûts associés que j'ai nommé C un peu partout, quelle est la façon de partitionner ce DAG de façon à minimiser le coût total? Donc sans surprise, si vous faites à la main, vous allez récupérer cette instruction, vous allez utiliser cette instruction pour réaliser ce bout d'opération, ça va vous coûter 3. Et ensuite, vous allez réaliser l'addition à constante, et ça va vous coûter 4 en tout. Le problème, c'est que trouver un pavage de DAG comme ça, un partitionnement de taille de coût minimum, est un problème NP complet. Vous pouvez le faire par réduction à partir de SAT. Mais pour les arbres, on a un peu de chance, et il y a un algorithme optimal qui est basé sur de la programmation dynamique, que je ne montrerai pas ici, mais qui se trouve dans toute la bonne littérature de compilation. Pour les DAG, en pratique, on utilise des heuristiques, notamment une décomposition rapide dans une forêt d'arbres qui vous permet d'appliquer l'algorithme optimal pour chacun des sous-arbres. Donc c'est cette décomposition qui est heuristique. Revenons maintenant en pratique dans notre compilateur. Dans notre compilateur, on a un petit peu triché parce que notre code 3 adresses est déjà très ressemblant au code 3 adresses CRISP-5. Donc pourquoi? Parce qu'on a décidé de ne pas faire la sélection d'instructions. À chaque fois qu'on a un code 3 adresses avec un add, on va utiliser le code RISC-V correspondant pour le add. Pareil pour le mul. Et on n'a pas dans notre code RISC-V d'instructions. On a décidé de ne pas utiliser les instructions composites.